Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Tout de suite, vous écoutez On en parle à Taïwan. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, Floriane Day et Sasa. Et cette semaine, nous allons parler de plusieurs sujets en lien avec l'actualité, comme d'habitude. Et personnellement, je vais revenir un petit peu sur l'histoire des beepers et faire un peu la part du vrai et du faux dans tout ce qui a été partagé ces derniers jours. Rappelons que ça fait que quelques jours que nous avons l'information au moment où nous enregistrons l'émission, et donc voilà, je voulais faire aussi un petit bilan sur ce qui a eu lieu en lien avec cette affaire. D'accord, alors moi je parlerai de quelque chose qui n'est pas vraiment lié mais qui peut être un petit peu lié, qui sont les directives anticipées. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Eh ben, ça sera une très bonne occasion de découvrir ensemble. Mm-hmm. Et moi, je vous parlerai d'une interview de l'ancienne ministre taïwanaise du numérique Audrey Tang sur la chaîne YouTube française Science for All. Du coup, est-ce qu'on commence par ton sujet, Sasa ? Si vous êtes curieux de savoir de quoi elle a parlé, bien sûr. Oui. Alors, déjà quand même, je voulais préciser que Audrey Tang, pour savoir un petit peu qui c'est, elle a été ministre du numérique de 2016 à 2024 sous Tsai Ing-wen, et c'est aussi une hacker civique qui a joué un rôle important dans le mouvement des tournesols, parce que déjà avant ça, elle avait lancé avec d'autres personnes un mouvement qui s'appelle GovZero, avec mon très bon accent anglais, n'est-ce pas, GovZero. et donc, elle a publié un livre sur la pluralité. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, mais je vous donne aussi quelques infos sur la chaîne YouTube Science for All. C'est une chaîne qui est animée par Lei Nguyen Huang et Jean-Loup Fourquet, qui sont auteurs notamment de La dictature des algorithmes, une transition numérique démocratique est possible. Bref, et du coup, ça va beaucoup parler de ça. Alors déjà, quand même, je voulais vous dire que le livre de Audrey Tang, il est assez spécial parce que on peut le commander en papier, mais il est aussi disponible gratuitement sur Internet. Il n'y a pas de copyright et en plus, il a été publié avec la contribution de plein de monde. Il est en chinois mandarin, en anglais ? Alors, il a été écrit en anglais et ensuite, il a été traduit en mandarin et en thaïlandais et en japonais maintenant. Et puis, si vous avez envie de le traduire en français, c'est open. Vous pouvez aller sur GitHub et aider à la traduction. Et donc, en fait, tout d'abord, dans cette interview, évidemment, Audrey Tang parle de son livre et explique ce qu'est la pluralité. Plurality en anglais, donc d'après elle, c'est la collaboration qui vient de la diversité, en fait. Au lieu que chacun reste dans ses opinions, ses différences, c'est essayer de créer des ponts. Donc, ça part du constat qu'il y a de plus en plus de conflits dans nos sociétés, des protestations qui sont souvent en plus réprimées. Et donc, c'est une réflexion sur comment aller vers davantage de collaboration, et notamment grâce aux outils numériques. Parce qu'actuellement, sur Internet, on est plutôt enfermé dans des bulles sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux avec les algorithmes nous montrent plutôt des choses qui sont déjà dans notre opinion et nous confrontent pas beaucoup à des opinions différentes. Là, par exemple, Audrey Tang a donné l'exemple de Uber, donc les taxis Uber en 2015 à Taïwan. Grâce au logiciel Pol.is, POL.is, ils ont réussi en fait à engager une discussion dans laquelle les chauffeurs de taxi, Uber, les passagers, etc., ont pu vraiment dire quelles étaient leurs revendications et essayer de trouver la meilleure solution possible. Et donc, c'est notamment un peu l'exemple de ce qu'elle souhaite pour la future démocratie numérique, entre guillemets, de Taïwan.
Et donc pour Audrey Tang, la pluralité, c'est pas la même chose que la singularity. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de la singularité au sens intelligence artificielle. C'est un point du développement technologique à partir duquel il devient incontrôlable et irréversible avec des conséquences imprévisibles pour l'humanité. Donc c'est un petit peu aussi quelque chose qu'on craint en fait, que la technologie devienne incontrôlable et remplace l'humain. Mais donc selon Audrey Tang, il serait possible d'utiliser le numérique pour améliorer la vie en fait, pour améliorer la démocratie aussi. J'ai noté quand même qu'elle dit une chose qui est assez importante. Elle disait que ça a bien marché à Taïwan, notamment cet exemple sur Uber, et puis il y a d'autres choses en cours. Notamment parce qu'il y avait un préalable, c'est qu'à Taïwan, on n'a pas peur des conflits, et le gouvernement fait confiance à la population. Donc, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. je ferme la parenthèse, mais si on a ces préalables-là, c'est possible de co-travailler entre guillemets entre le gouvernement et la population pour créer des choses ensemble. Par exemple, elle a noté que pendant le Covid, il y a eu à Taïwan des initiatives de la société civile, notamment pour trouver là où il y avait encore des masques, etc. Et le gouvernement a trouvé ça très bien et donc il l'a promu en fait. Et donc, évidemment, les gens qui l'interviewaient lui ont dit en France, il y a pas mal de problèmes, c'est assez difficile de trouver ou d'aller vers des consensus. Comment est-ce qu'on peut faire ? Et donc, Audrey Tang, elle a cité notamment les conventions citoyennes qu'il y a eu ces dernières années en France, parce qu'elle trouvait que c'était assez positif. Les personnes qui l'interviewaient lui ont dit que le problème, c'est que les résultats n'ont pas été mis en œuvre par le gouvernement. Donc, ce que disait Audrey Tang, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, il faut que le gouvernement s'engage à appliquer très rapidement les conclusions, parce que sinon, évidemment, ça ne va pas marcher. Puis ça fait encore perdre plus confiance dans le gouvernement. Et une autre solution qu'elle propose, c'est de commencer plutôt au niveau local, à faire des conventions citoyennes au niveau local. À petite échelle, c'est probablement plus facile aussi à mettre en place. Tout à fait. Et un autre problème que Audrey Tang a mentionné dans cette interview, c'est le problème de la polarisation de plus en plus forte donc, de la société. Et finalement, c'est les opinions qui crient le plus fort, entre guillemets, qui sont les plus entendues. Donc, comment faire en sorte pour encourager davantage les discussions et pas l'isolement entre des groupes qui pensent pas pareil. Donc, il y a un outil qui peut être intéressant pour ça. Ça s'appelle Community Notes. Donc, c'est par exemple en dessous d'un tweet ou d'une vidéo YouTube, les gens peuvent en fait dire s'ils approuvent ou enfin voilà, ils peuvent en fait juger. Et apparemment, c'est lié à un email aussi pour qu'on puisse pas cliquer je sais pas combien de fois dessus. Et donc, ça apparaît dans le fil et ça peut pas être retiré. Et donc, ça permettrait d'avoir une discussion plus apaisée parce que ce ne serait pas que des algorithmes qui recommanderaient pour nous vendre plus de choses ou en fonction de nos goûts, mais ce seraient des recommandations aussi par les différentes personnes qui regardent en fait ou qui lisent. Et donc, il y a aussi des outils, d'après Audrey Tang, pour améliorer la délibération. Et donc, il y a eu une réflexion sur ce que c'est la délibération, parce que ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, en Grèce antique, c'était sur l'agora. Ensuite, à l'époque actuelle, c'est l'élection de représentants. Mais grâce aux outils numériques, en fait, on peut avoir des délibérations en ligne. Par exemple, on peut discuter par groupe de 10 sur différents sujets. Et l'intelligence artificielle peut faire la synthèse de plein de groupes de 10, en fait, pour réussir, en fait, à voir ce que la majorité des gens pensent. Donc, c'est une délibération augmentée. Et donc, il y a, dans cette délibération, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas justement élire un candidat comme dans une élection où une fois qu'on l'a élu, en fait, il fait un peu, il fait pas forcément ce que souhaite la majorité des personnes ou pour l'intérêt général. Donc là, ce serait vraiment voter sur des projets ou co-écrire des projets de loi et tout. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Mais en fait, dans cette interview, que ce soit Audrey Tang ou les personnes qui l'ont interviewée, mettaient vraiment en avant le fait que c'est important, avant de voter, de prendre le temps d'écouter les autres opinions. Et en fait, c'est ça qui nous manque le plus dans le monde actuel, parce qu'on est beaucoup dans les bulles, on est dans une société assez polarisée.
c'est d'accepter qu'éventuellement on changera d'avis au contact des autres, etc. Parce que si on utilise ces outils juste avec une idée préconçue et on se dit, bon, hop, je vais voter pour ça, voilà. En fait, on se retrouvera, ça nous avancera pas beaucoup plus, ça créera pas beaucoup plus de ponts. Et ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de s'écouter davantage, que ce soit du gouvernement envers le peuple ou même les gens entre eux qui ont différentes opinions, etc. Et les outils numériques peuvent en fait, entre guillemets, augmenter la délibération, mais ça doit quand même rester une discussion. Et voilà, c'est pour ça que c'est quand même le concept de pluralité qui est à la base, quoi. C'est à la fois dans le numérique, mais aussi dans le monde réel. Voilà. D'accord, donc tu partageras le lien vers cette conférence ? Tout à fait, je mettrai le lien à la fois vers le livre, s'il y en a qui veulent le lire, et vers la conférence, enfin l'interview sur YouTube, sur le site de RTI, dans On en parle à Taïwan. Voilà. Merci. Je pense que moi, j'ai trop envie de savoir ce que Floriane voulait dire par les directives. C'est parti, les directives anticipées. Alors, justement, oui, j'ai vu un article à ce sujet mercredi, parce qu'il y a des statistiques qui sont sorties du ministère de la Santé sur le nombre de personnes qui, à Taïwan, ont rédigé des directives anticipées. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, n'est pas vraiment connu. C'est quoi déjà une directive anticipée ? Alors, justement, je me suis rendu compte en préparant ça qu'en France, il y a à peu près un quart de la population qui sait ce que c'est, un petit quart qui en a entendu parler mais qui ne sait pas trop ce que c'est, et la moitié qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc je me suis dit, c'est un très bon sujet aussi, même pour les personnes en France, et pour Taïwan aussi, parce que c'est pas tellement connu non plus. Donc en fait, c'est une déclaration écrite à destination du corps médical qui a pour but d'indiquer ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas qu'il soit fait dans certains cas précis d'hospitalisation, quand on n'est plus capable d'exprimer nos souhaits à ce moment-là. Donc ça peut être soit en cas de maladie terminale, de coma, voilà, des circonstances assez graves et proches de la fin, en fait, où on peut dire par exemple qu'on souhaite limiter l'obstination déraisonnable, qu'on appelle aussi l'acharnement thérapeutique. Donc c'est souvent pour limiter, arrêter ou refuser certains traitements. Ça peut être aussi la nutrition ou l'hydratation. Et ça peut aussi s'appliquer à la sédation, par exemple. Est-ce qu'on a envie ou pas d'être sous sédation jusqu'à la mort quand on est dans un état déjà terminal, par exemple. Donc c'est vraiment limité à des circonstances très particulières. Cas de maladie grave et incurable, de maintien artificiel en vie. Si on est conscient, on a toujours le droit de demander certaines choses ou pas, et ça reste plus important ce qu'on dit que ces directives anticipées, si on est capable de formuler, de s'exprimer. Mais si on perd la raison un petit peu en cas de maladie d'Alzheimer avancée, dans ce cas-là, ça peut être les directives anticipées qui servent pour le corps médical, et ça a prévalence sur la vie des proches. Donc ça, c'est important aussi. Ça peut permettre, en fait, d'enlever aux proches le poids des responsabilités, de choisir qu'est-ce qu'on fait maintenant quand c'est une situation qui est difficile. Est-ce qu'on essaie de maintenir la personne en vie quand il y a très peu de chances qu'elle se réveille, ou quand il y a beaucoup de souffrance, ou pas, peut-être qu'elle a déjà décidé avant, à partir de ce moment-là, laissez-moi partir, quoi. Donc ça peut être... c'est à faire quand on est en pleine possession de ses capacités mentales, en tout cas. Ça peut être fait à partir de la majorité, ou quand on est atteint de maladies graves. En fait, en France, c'est assez libre. Enfin, il y a quand même un modèle avec... il faut s'identifier, mais après, c'est assez libre pour dire qu'est-ce qu'on veut, dans quelles circonstances. À Taïwan, c'est plutôt un formulaire avec plusieurs options, où c'est déjà prélisté, en fait, quelles circonstances il y a et qu'est-ce qu'on souhaite dans chaque circonstance. Et comment on fait, du coup, pour remplir ce formulaire ? Alors, pour le trouver ? En France, ça peut se trouver en ligne. On peut le télécharger et puis écrire un petit peu comme on veut. On peut soit le garder soi-même, soit le donner à son médecin traitant, à des proches. C'est assez... Bon, on conseille quand même d'informer le médecin traitant de l'existence de ces directives anticipées, parce que c'est souvent le médecin ou le corps médical qui en a besoin. Mais on peut le garder sur soi aussi, par exemple. À Taïwan, c'est à faire dans un cadre qui est beaucoup plus précis avec le corps médical, en fait, parce que
Il faut être accompagné déjà d'un membre de sa famille, du premier ou deuxième degré, pour participer à une consultation, donc qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie souvent. Et donc il y a un médecin d'abord qui va expliquer ce que c'est, et ensuite ça sera aussi en présence d'un infirmier ou une infirmière, et puis un travailleur social ou psychologue. Donc il faut être 4-5 personnes pour le faire. Donc c'est pas si facile que ça de le faire à Taïwan en fait. Mais il suffit de le demander et puis ça sera mis en place. Mais c'est beaucoup plus accompagné en fait. On n'est pas tout seul et du coup ils expliquent quelles sont les circonstances dans lesquelles ça peut s'appliquer, quels sont les choix. Mais du coup c'est plutôt pour des personnes déjà malades. Parce que ça peut être pour des pour des personnes qui sont bien portantes, tu vas pas te dire « Ah tiens, aujourd'hui je vais prendre 1 heure et demie, je vais prendre un rendez-vous avec quelqu'un de ma famille au cas où j'ai un accident. » Enfin, en général, c'est quand même assez rare. C'est souvent des personnes qui sont déjà malades qui le font, ou bien des personnes qui ont eu des proches ou des amis qui sont tombés malades, et ça peut être aussi suite à un accident de voiture. Je veux dire, on ne sait pas forcément à l'avance ce qui va nous arriver. Et donc, ils conseillent de le faire en avance, et ça peut toujours être modifié plus tard, en fait. Si après, on a des avis qui changent ou quoi, c'est valide pour une durée indéterminée. Donc après avoir répondu, après ce temps de consultation, donc les directives anticipées sont rédigées par l'équipe médicale et la personne peut signer quand elle se sent prête, ou elle peut revenir plus tard et demander de modifier et signer plus tard. Et ensuite à Taïwan, c'est mis en ligne et transmis au ministère de la Santé. Et c'est intégré dans les informations contenues dans la carte d'assurance médicale. Donc, toutes les personnes qui consultent ce dossier ou la carte d'assurance médicale auront accès très vite à cette information. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'était dans les news, c'est parce que c'est relativement peu connu encore. Là, ils ont annoncé qu'il y a à peu près 18 000 nouvelles personnes qui ont signé des directives anticipées cette année à Taïwan. C'est un système qui est en vigueur depuis bientôt 6 ans, depuis que la loi sur le droit des patients à l'autonomie est entrée en vigueur. Et actuellement, il y a environ 86 000 personnes qui l'ont signé. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 100 000. Mais 100 000, ça reste 0,5% de la population adulte à Taïwan. Donc c'est très très peu. Moi, je pensais que c'était... je pensais quand même que c'était un peu plus facile, comme pour... les donneurs d'organes. Par exemple, si on est donneur d'organes, parfois il suffit d'avoir un papier de donneur d'organes dans son portefeuille au cas où on a un accident. Parce qu'en fait, c'est plus précis. Il y a beaucoup de circonstances différentes. Et pour chaque circonstance, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie ou pas. Donc, selon si on est en bonne santé ou si on a déjà une maladie, en fait, il faut imaginer qu'est-ce qui pourrait nous arriver et qu'est-ce qu'on aurait envie de prendre comme décision à ce moment-là. Donc ça implique quand même des choix plus délicats et plus complexes que si on veut donner des organes, je pense. En France, il y a environ 13% des personnes de plus de 50 ans qui ont rédigé des directives anticipées, selon le Centre national de fin de vie des soins palliatifs. Après, les chiffres sont moins précis qu'à Taïwan parce que c'est pas forcément transmis au corps médical directement. Donc voilà. Et aux États-Unis, il y a à peu près 37% des adultes qui ont signé ça. Donc c'est beaucoup plus commun là-bas. À Taïwan, ils continuent à essayer d'encourager les gens à faire ça. C'est vrai qu'on n'est pas trop au courant d'habitude. Après, j'imagine qu'aux États-Unis, c'est aussi en lien avec une question financière. Donc, des assurances ou des trucs même financière personnelle, être à l'hôpital, ça coûte beaucoup d'argent. Pour pas mettre ce poids financier sur sa famille. Il y a aussi ce côté-là qui joue. À Taïwan, pour le faire, selon les centres médicaux, ça coûte entre 800 et 3000 $ taïwanais. Et ils sont en train d'essayer de faire passer ça par l'assurance maladie, donc c'est encore en train d'évoluer aussi pour que ce soit plus accessible. Mais c'est vrai que ça demande quand même de prendre une demi-journée et d'en discuter à l'avance avec ses proches aussi, parce qu'ils demandent que quelqu'un de la famille vienne aussi. Si c'est pas possible, c'est toujours possible d'avoir une personne extérieure qui vienne, qui soit peut-être désignée par l'hôpital ou quoi.
Les étrangers ont aussi le droit de le faire Ah ouais. à Taïwan, du moment qu'ils ont une carte d'assurance maladie. Et c'est un peu différent aussi de ce qui existait avant à Taïwan, qui était un formulaire de consentement aux soins palliatifs, qui était plus limité. Et ça se distingue aussi de l'ordre de ne pas réanimer, qui s'applique uniquement lorsqu'une personne est en arrêt cardiaque et qui est souvent en place quand c'est quelqu'un qui est déjà atteint d'une maladie grave ou avancée ou en fin de vie. Voilà, donc les directives anticipées, c'est quand même beaucoup plus large et ça a la prévalence légale sur les souhaits des proches, même quand on n'est plus capable d'exprimer ce qu'on veut. Voilà, c'était un peu ça les points importants. Ok, merci pour l'info. Ouais. Et on reste sur de l'info un peu Triste. Un peu triste, mais j'allais dire assez d'actualité, puisqu'on va parler de ce qui s'est passé au Liban. Enfin, Liban, Syrie, de souvenirs, il y a eu des personnes dans plusieurs pays qui ont été touchées. Ouais. Et donc, l'histoire des beepers qui ont explosé par les détenteurs de membres du Hezbollah, en tout cas supposés. Et donc, j'ai vu beaucoup d'informations en lien avec ça. Beaucoup d'imprécisions aussi dans les sujets qui ont été traités, même sur de grands médias, New York Times ou ce genre de choses. Et donc, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que vous avez un peu suivi cette actualité, vous, ou pas du tout ? Par rapport à Taïwan, tu veux dire ou Par rapport à tout, même par rapport à cette histoire. Moi, plutôt par rapport à Taïwan. C'est-à-dire que le fabricant... il y a un fabricant taïwanais qui avait été un peu pointé du doigt et il a nié apparemment qu'il ne produisait plus ça, qu'il y avait juste le nom de l'entreprise apparemment, mais que les beepers étaient produits en Hongrie, c'est ça, ou en Bulgarie ? Attends, je sais plus. C'est ça, mais c'est l'idée, la Hongrie. Mais en fait, j'avais fait la news ce jour-là. Donc... Vraiment, le premier point en fait sur cette histoire, c'est que on estime qu'il y a eu un dispositif ajouté au beeper de base. Donc en fait, c'est un beeper, faut savoir. Un explosif, du coup. Alors un explosif plus des billes, en fait, qui est pour vraiment blesser de manière grave. Et il faut savoir aussi que donc ce beeper à la base c'est un beeper renforcé. C'est ce genre d'appareils qui sont étanches, qui sont vraiment prévus pour des utilisations spécifiques, et avec une assez grosse batterie au lithium. C'est aussi pour ça que je parle un petit peu de la partie technique. C'est-à-dire que c'est une batterie de 1000 mAh plus ou moins. C'est déjà beaucoup, hein. Le téléphone c'est à peu près le double. Et donc j'ai fait toute cette recherche un peu technique pour savoir en fait à quel point ça pouvait exploser, parce qu'en fait les batteries au lithium-ion, celles qui sont utilisées dans la plupart de nos appareils actuels, sont des batteries qui sont à la base, quand elles explosent pas vraiment. C'est plutôt un jet de matière qui survient, c'est pas vraiment une explosion. Or, quand on voit les vidéos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, on voit bien un genre de paf, une vraie explosion, quelque chose de beaucoup plus sec en fait en termes d'éclatement, alors que sur une batterie au lithium-ion, en général, c'est plus un jet de flamme. Donc ça peut pas être juste un problème de batterie ou les batteries téléguidées à distance. C'est ça que je voulais un petit peu comprendre, parce que toutes les théories ont été partagées sur Internet. Donc je voulais voir déjà un peu où on en était. Et donc c'est sûr qu'il y a eu quelque chose de rajouté ou quelque chose de changé par rapport au dispositif de base d'un beeper. Mais on voit quand même qu'il y a quand même une assez grosse batterie à la base, qui fait que la charge explosive rajoutée à cette batterie fait quand même quelque chose d'assez important. L'autre chose, c'est que Taïwan a été pointé du doigt rapidement, parce que la marque a été retrouvée sur les dispositifs, la marque taïwanaise Gold Apollo, qui a été en tout cas un petit peu moins maintenant un des leaders dans le monde du beeper, qui a remis le beeper à la mode en fait, qui a fourni des beepers au FBI, à plein de grandes entités et organisations internationales. Et donc la première chose, ça a été de se tourner vers eux pour savoir d'où vient ce truc, ça vient de chez vous, etc. Tout en sachant que le gouvernement taïwanais a également travaillé et communiqué sur le fait que eux ils ont regardé s'il y avait justement des beepers qui ont été envoyés à la période où le Hezbollah les a reçus, c'est-à-dire en février, après l'annonce du dirigeant qui disait qu'il fallait arrêter les téléphones portables pour communiquer, qu'ils sont passés après à d'autres modes, dont les beepers et les talkie-walkie qui ont explosé après dans l'après-midi.
Et donc, ce qui est important en fait à voir en fait, c'est qu'est-ce qu'a dit en fait ce producteur. Il a dit en fait nous il y a une société qui est venue nous contacter il y a 2 ans, une société hongroise pour prendre en fait pas vraiment pour acheter nos beepers, mais plus pour les distribuer et faire carrément un modèle à eux qu'ils distribueraient sous le nom de leur marque. Personnellement, je suis patron de boîte, jamais j'accepte ça. C'est-à-dire sur le nom de Gold Apollo. Gold Apollo Ouais, ne en fait- fournit que la marque et c'est la compagnie hongroise qui fabrique et distribue les beepers. Oui, ils ont en charge de la fabrication, mais c'est une trading, c'est une société de consulting même, qui fait juste de la vente en fait. Et donc, bien sûr, ils le font fabriquer ailleurs. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle, puisqu'on n'arrive pas à contacter la personne. La société, en fait, se résume à une seule personne, en Hongrie. Et on n'arrive pas à contacter la personne, on ne sait pas ce qui se passe encore. Alors, peut-être les enquêteurs, eux, ont réussi à la joindre. Mais pour l'instant, il n'y a aucune information sur cette partie-là. Donc on ne sait pas où ils se sont fournis sur ces beepers et quel cheminement ça a fait. Parce que ni Taïwan ni la Hongrie, ils ont leurs enregistrements des douanes, ont de traces de ces beepers. Donc c'est quand même complexe. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu certainement le montage des parties, en tout cas explosives, a été fait en théorie après la fabrication et a été faite plutôt dans le Moyen-Orient, mais on ne sait pas trop où. Certaines personnes ont l'hypothèse de la Jordanie, mais on n'a aucun élément précis là-dessus, ou en tout cas aucune preuve appuyée ou aucune déclaration officielle. Donc en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées, et il y a très peu d'informations officielles ou d'informations qui sont, même par des journalistes chevronnés, qui sont très précis sur le sujet encore jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que ça doit être assez difficile de mener l'enquête là-dessus, quoi, parce que j'imagine que ceux qui les ont fabriqués, ils ont tout fait pour qu'on suive pas la trace, quoi. Mais... Ce qui est intéressant, c'est quand même que cette société, et là ça reste de la théorie, cette société soit venue chercher une société taïwanaise pour essayer de faire porter un petit peu le chapeau sur une entreprise qui a pignon sur rue, essayer de faire porter le chapeau à une entreprise taïwanaise. Là, c'était vraiment... ça sent quand même la chose qui est assez volontaire, parce que juste prendre le nom et le mettre sur ses produits et fabriquer un truc à soi qui est fini comme maintenant on sait, c'est quand même assez étrange. Mais ce qui est pour moi encore plus étrange, c'est qu'ils ont fait ça il y a 2 ans. Donc, c'est-à-dire bien avant le 7 octobre, en fait. Oui. Mais donc ça donne à réfléchir. Mais, oui, non, c'est une parenthèse quand même. Non, mais l'histoire après, y a les plans là, ça serait le Mossad, même si ça n'a pas été officiellement communiqué. Ce serait le Mossad, et c'est des plans pour essayer de contrecarrer le Hezbollah et les organisations terroristes. Ça remonterait bien avant le 7 octobre. Oui, ça c'est sûr. Donc, c'est pas forcément en lien avec le 7 octobre, toutes ces histoires, même si le déroulement des choses se sont accélérés en lien avec le 7 octobre. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une affaire à suivre. Il va y avoir certainement beaucoup plus de communication dans le futur par rapport à ça. On comprend toujours pas d'où viennent ces produits à l'heure actuelle. Et toutes les informations, peu importe la source, faites très attention à ce que vous lisez, écoutez ou regardez à la télé ou sur les réseaux sociaux. Peu importe la source, j'ai vu des éléments qui étaient très vagues et peu sourcés. Donc il faut faire très attention. Et donc c'était vraiment sur ça que je voulais appuyer sur ce sujet, parce que c'est un très bon exemple d'information qui est un peu dans le rush aussi, qui est un peu maltraité par les médias, et donc voilà. Il fallait faire attention à ça. Et donc j'espère que ça vous aura mis un petit peu plus de cadre, en tout cas pour pouvoir faire la part des choses sur ce sujet. Ok, bon, je crois qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est ça ? Tout à fait. Donc, bien, à la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.